Quelque part en Tunisie, février 1943. Un sergent mécanicien allemand est accroupi à côté d'une moto couleur kaki olive, ses mains tremblantes encore, alors qu'il retire le couvercle du filtre à air. La Harley-Davidson WLA repose silencieuse dans le parc de véhicules américains capturés, entouré de dizaines d'autres identiques. Il est mécanicien depuis 15 ans, formé aux plus fines techniques de l'ingénierie allemande, ayant travaillé sur des BMW représentant le summum de la conception européenne des motos. Mais ce qu'il contemple maintenant lui serre la gorge, d'une prise de conscience qui n'a rien à voir avec la mécanique et tout à voir avec les mathématiques. Ce n'est pas simplement une moto. C'est un message écrit dans l'acier et l'essence. Et le message est simple. L'Amérique peut nous enterrer. La moto devant lui est rudimentaire selon les standards allemands. Le moteur flathead de 750 cm3, une conception à soupape latérale que BMW a abandonnée depuis des années au profit de la technologie plus efficace à soupape en tête, représente une ingénierie qui semble presque primitive. La suspension avant Springer est dépassée. Il n'y a aucune suspension à l'arrière, ce qui a valu à ces machines le surnom de hardtail, bâti rigide, parmi les motards américains. La transmission manuelle à 3 rapports est simple, presque agricole dans sa conception. Tout de cette machine hurle la production de masse plutôt que le raffinement, la quantité plutôt que la qualité. Mais c'est précisément ce qui la rend terrifiante. Le sergent passe ses doigts sur le cadre. Les soudures sont bonnes. Pas exceptionnelles, pas le travail précis d'un maître artisan, mais constamment bonnes. La peinture est épaisse et uniforme. Les composants s'assemblent avec des tolérances qui suggèrent un outillage approprié et un contrôle qualité. Cette moto a été construite rapidement, mais elle a été bien construite. Puis il voit la plaque du fabricant, numéro de série 42-WLA-43576. La désignation 42 signifie l'année de production 1942. Même si cette machine a pu sortir de la chaîne en 1943, les Américains ont standardisé leur production de guerre, simplifié leur tenue de registre, concentré sur le rendement. Le numéro qui suit lui fait lâcher un soupir. Série 43576. Cela signifie qu'au moins 43 576 de ces machines avaient été produites au moment où celle-ci a quitté l'usine. 43 000 exemplaires d'un seul modèle, d'un seul fabricant, en moins de 2 ans de production de guerre. Il pense à la BMW R75, la meilleure moto militaire allemande. Environ 16 500 unités produites entre 1940 et 1945. 5 ans de production de guerre maximale, donnant moins de machines que les Américains n'en ont construites de ce seul modèle en 18 mois. Et les Américains ne rationnent pas l'acier pour celle-ci. Ils ne choisissent pas entre construire des motos ou des chars. Ils construisent les deux. Ils construisent tout. L'histoire de la Harley-Davidson WLA a commencé en 1940, plus d'un an avant que Pearl Harbor n'entraîne l'Amérique dans la guerre. L'armée américaine, observant le conflit consumer l'Europe, émit des spécifications pour une moto militaire. Il voulait quelque chose de simple, de fiable, quelque chose qui puisse être produit en vaste quantité par des ouvriers qui n'avaient peut-être jamais construit de moto auparavant. Harley-Davidson répondit avec la WLA, une version militarisée de son modèle civil WL. Le W désignait la famille des moteurs flathead de 750 cm3. Le L indiquait un taux de compression élevé, bien qu'en réalité la version de l'armée utilisait une compression moyenne pour la fiabilité. Le A signifiait Army. La conception était délibérément conservatrice. Le moteur de 739 cm3 produisait une modeste puissance de 25 chevaux à 4500 tours par minute. Pas impressionnant selon les standards de performance. La BMW R71 produisait 22 chevaux pour une cylindrée similaire, tandis que la R75 plus avancée en générait 26. Mais la puissance n'était pas le propos. Le moteur à soupape latérale de la WLA était presque indestructible. Le faible taux de compression de 5 pour 1 signifiait qu'il fonctionnerait avec de l'essence à 74 octanes,
un carburant si médiocre que les moteurs allemands haute performance se détruiraient en essayant de le brûler. Le refroidissement par air éliminait les vulnérables systèmes de liquide de refroidissement. La simple distribution avait moins de pièces à casser. Tout dans le moteur priorisait la survie plutôt que la performance. La transmission était tout aussi directe. 3 rapports, changés manuellement via un levier sur le côté gauche du réservoir avec un embrayage actionné au pied. Les motards allemands trouvaient cette disposition à l'envers. Leur BMW utilisait des sélecteurs au pied et des embrayages à main, mais cela fonctionnait. La fourche avant Springer fournissait une suspension adéquate grâce à 2 ressorts parallèles et un amortisseur à friction. Le cadre arrière rigide n'avait aucune suspension, s'appuyant sur une selle suspendue pour absorber les chocs de la route. Encore une fois, rudimentaire mais fonctionnel. Ce qui rendait la WLA révolutionnaire, ce n'était pas son design. C'était le système industriel qui la produisait. En 1941, Harley-Davidson était encore principalement une entreprise civile construisant des motos pour les services de police et les motards de loisirs. En 1942, la compagnie s'était transformée en une installation de production de guerre fonctionnant 24 heures sur 24. Le sol de l'usine de Milwaukee devint une chaîne de montage où des femmes qui n'avaient jamais touché une clé avant la guerre assemblaient des motos avec une précision qui aurait été impossible en temps de paix. Les chiffres de production racontaient l'histoire. En 1940, Harley produisit plusieurs centaines de WLA comme modèle d'évaluation. En 1941, la production monta à plusieurs milliers. En 1942, après Pearl Harbor, les chaînes de montage rugirent, 10 000 motos, 20 000, 30 000. À la fin de la guerre, Harley-Davidson avait produit plus de 90 000 motos WLA et WLC, cette dernière étant une variante légèrement plus lourde construite pour l'armée canadienne. Mais ce n'était pas tout. La compagnie fabriqua aussi suffisamment de pièces de rechange pour construire 30 000 motos supplémentaires. Des stocks complets de moteurs, de transmissions, de cadres, de roues et de chaque composant nécessaire pour maintenir ces machines en conditions de combat pendant des années. Pour cet accomplissement, le département de la guerre américain décerna à Harley-Davidson le Army Navy U Award for Excellence in Wartime Production 2 fois, d'abord en 1943, puis à nouveau en 1945. La cérémonie était élaborée, avec des officiers de haut rang présents, des avions volant en formation. Les ouvriers reçurent de petites épingles apportées à leurs revers, les marquant comme des soldats de la chaîne de production. Ce n'était pas de la propagande, c'était la reconnaissance d'un miracle industriel. La simplicité de la WLA permit cette montée en puissance de la production. Chaque moto nécessitait environ 3000 pièces individuelles, une fraction de ce qu'un bombardier B-24 Liberator nécessitait, mais tout de même un assemblage complexe. Pourtant, le design permettait une formation rapide des nouveaux ouvriers. Une femme qui avait été secrétaire ou vendeuse 6 mois plus tôt pouvait apprendre à installer des moteurs ou à câbler des systèmes électriques en quelques semaines. Les tolérances étaient assez indulgentes pour que des variations mineures dans la fabrication des composants ne causent pas de problème. Tout était conçu pour ce que les ingénieurs modernes appelleraient la facilité d'assemblage. Le contrôle qualité était étonnamment rigoureux. Malgré le rythme de production, chaque WLA subissait des tests avant l'acceptation par les inspecteurs militaires. L'armée rejetait les machines ne répondant pas aux spécifications, forçant des corrections et maintenant des standards même pendant la montée en puissance de la production. Le taux de rejet restait bas, suggérant que la conception simplifiée fonctionnait comme prévu, construisant la qualité par une ingénierie intelligente plutôt que par un artisanat intensif. Puis vint la distribution. Plus de 30 000 WLA furent envoyés à l'Union soviétique dans le cadre des accords de pré-bail. Des milliers d'autres allèrent en Grande-Bretagne, au Canada, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud et d'autres nations alliées. Les forces américaines reçurent le reste, les déployant sur tous les théâtres d'opération, du théâtre européen aux îles du Pacifique, de l'Afrique du Nord à la Chine et à l'Inde. La WLA devint la moto américaine la plus largement distribuée de l'histoire,
servant dans des climats allant du froid arctique à la chaleur tropicale, du sable du désert à la boue de la jungle. De retour en Tunisie, le sergent allemand est passé au-delà de la première moto. Il inspecte le parc de véhicules, comptant les machines. 73 WLA dans ce dépôt seul. 73 motos qui représentent peut-être 3 jours de production américaine. Il pense à la capacité industrielle nécessaire pour construire ces machines, les expédier à travers l'océan Atlantique sur des milliers de kilomètres d'eau infestés de sous-marins, puis les distribuer aux unités avancées. Les Américains perdaient des navires à cause des U-boots. Tout le monde le savait. Mais ils construisaient des remplaçants plus vite que l'Allemagne ne pouvait les couler. Ces motos traversèrent l'océan dans les cales des cargos, emballés et en caisse, arrivant en Afrique du Nord pour soutenir des opérations à des milliers de kilomètres de leur usine de fabrication. Le sergent examine un registre de maintenance laissé derrière lors de la retraite américaine. La WLA en question a 5150 km au compteur. Le registre de maintenance montre des vidanges d'huile régulières, un réglage d'embrayage, 2 jeux de bougies, un nettoyage de carburateur. C'est tout. 5150 km d'utilisation militaire en conditions désertiques et la maintenance la plus significative a été de changer les bougies. Il pense au BMWR 75 de son unité. Des machines magnifiques avec des moteurs à soupape en tête, des transmissions à 4 rapports avec marche arrière, une transmission par arbre pour la roue arrière et la roue du sidecar, un boîtier de transfert à différentiel pour les rapports courts. Des chefs-d'œuvre d'ingénierie qui nécessitaient une attention constante de mécaniciens qualifiés. La R75 pouvait affronter des terrains que la Harley ne pouvait pas approcher, porter des charges plus lourdes, surpasser la moto américaine à presque tous égards mesurables. Mais elle avait besoin de mécaniciens formés, d'outils spécialisés, d'un approvisionnement constant en pièces de rechange et surtout de temps. Du temps que la Wehrmacht n'avait pas. L'armée allemande avait commencé la guerre avec environ 150 fabricants de motos prêts à fournir des machines. Le programme de rationalisation Shell réduisit cela à 30 avant même le début de la guerre. Dès 1940, la production de motos lourdes se concentrait dans seulement 2 entreprises, BMW et Zundap. La production totale de la BMW R 75 de 1940 à 1945, environ 16 500 unités. La production totale de la Zundap KS 750 sur la même période, environ 18 700 unités. La production allemande totale de motos lourdes, environ 35 200 machines. La production américaine de la seule WLA, plus de 90 000, plus des pièces pour 30 000 de plus. Les mathématiques étaient brutales. Pour chaque moto lourde allemande construite, les Américains en produisaient 3 Harley-Davidson. Mais la disparité allait plus loin que de simples chiffres. Les Allemands construisaient leurs motos en utilisant une main-d'œuvre qualifiée, un outillage de précision et des matériaux de plus en plus rares. Alors que la guerre continuait, chaque BMWR 75 nécessitait des ressources qui auraient pu construire autre chose. Un véhicule de transport, un tracteur d'artillerie, un véhicule de reconnaissance léger. Chaque heure de travail qualifié investie dans la production de motos était une heure non passée à construire des chars, des avions ou des sous-marins. Les Américains construisaient des motos presque comme une pensée secondaire, un poste mineur dans une mobilisation industrielle si vaste qu'elle défiait la compréhension. Pendant que Harley-Davidson construisait 90 000 WLA, les usines américaines produisaient plus de 86 000 chars, presque 300 000 avions, 2 millions de camions militaires et près de 193 000 pièces d'artillerie. Les États-Unis fabriquaient près des 2/3 de tout l'équipement militaire allié utilisé pendant la guerre, et le faisaient tout en maintenant une production civile qui aurait fait l'envie de n'importe quelle nation européenne en temps de paix. Le sergent allemand trouve une boîte à munitions fixée à l'une des Harley. À l'intérieur, des outils. Une simple trousse conçue pour la maintenance de terrain, des clés, des tournevis, des pinces, des douilles de bougies, tout ce dont un soldat aurait besoin pour effectuer des réparations de base. Les outils sont en acier estampé, rien d'extraordinaire mais adéquat. Chaque moto était livrée avec ses outils.
90 000 trousses à outils distribuées à travers le globe, assurant que les machines cassées pouvaient être réparées sur le terrain sans avoir besoin de retourner en atelier de maintenance. Il pense aux chaînes d'approvisionnement allemandes, déjà étirées à l'extrême par les vastes distances du front de l'Est. Les pièces de rechange pour les BMW venaient de Munich, acheminées à travers un système de distribution conçu pour une armée beaucoup plus petite, opérant en Europe centrale. Maintenant, les unités allemandes se battaient de la Norvège à l'Égypte, de la France aux abords de Stalingrad, et le système d'approvisionnement ne pouvait pas suivre. Une BMW avec une transmission cassée pouvait rester inutile pendant des semaines en attendant qu'une pièce de rechange arrive d'Allemagne, si elle arrivait. Pendant ce temps, les bombardements alliés détruisaient systématiquement la capacité industrielle allemande, réduisant la production tout en augmentant simultanément le taux auquel l'équipement devait être remplacé. La WLA représentait une philosophie entièrement différente. Construis-la simple, construis-la robuste, construisant tellement que les pertes n'ont pas d'importance. Si une WLA tombait en panne et ne pouvait être réparée rapidement, les Américains l'abandonnaient et en demandaient une autre au parc de véhicules. Il y avait toujours plus de motos, toujours plus de pièces de rechange, toujours plus de boîtes à munitions, de jerrycans, de pneus et de tout ce que la guerre consommait. Le sergent ramasse un manuel abandonné, le manuel technique de la WLA, imprimé en anglais mais avec des diagrammes clairs. Le niveau de documentation le surprend. Des diagrammes éclatés montrant chaque composant et comment il s'assemble, des spécifications pour chaque tolérance et réglage, des guides de dépannage pour les problèmes courants. Les Américains avaient industrialisé non seulement la production, mais aussi la maintenance et la formation. Un soldat avec des connaissances mécaniques minimales pouvait suivre ces manuels et effectuer des réparations qui auraient nécessité un mécanicien qualifié sur de l'équipement allemand. Cette systématisation s'étendait au-delà de la moto elle-même. L'armée américaine créa des chaînes d'approvisionnement entières spécifiquement pour le soutien des motos. Les pièces de rechange étaient catégorisées, cataloguées et distribuées à travers un système de dépôt qui assurait que les unités avancées recevaient ce dont elles avaient besoin. Quand les unités demandèrent des pièces, ces pièces arrivaient. Peut-être pas immédiatement, mais elles arrivaient. Le système n'était pas parfait, mais il fonctionnait à une échelle que l'armée allemande ne pouvait égaler. De retour en Allemagne, les ingénieurs et concepteurs avaient créé des machines magnifiques. La BMW 75, avec son système de transmission innovant à 3 roues motrices, pouvait grimper des obstacles qui auraient arrêté la Harley-Net. La Zundapka S 750, avec ses capacités similaires, se montrait tout aussi impressionnante au test. Les deux motos représentaient le sommet de la prouesse technique allemande d'avant-guerre. Mais la magnificence exigeait des ressources que l'Allemagne n'avait pas. Les Allemands tentèrent de compenser par l'ingéniosité. En août 1942, BMW et Zundap convinrent de standardiser les pièces entre leurs motos. L'objectif était de créer une machine hybride combinant les meilleures caractéristiques des deux designs, désignés BW43. Le programme de standardisation atteignit 70% de pièces communes entre les deux fabricants. Cela simplifia quelque peu l'approvisionnement. Un mécanicien pouvait cannibaliser une Zundap détruite pour réparer une BMW ou vice-versa. Mais cela ne pouvait surmonter le problème fondamental de la production insuffisante. Pendant ce temps, l'industrie américaine opérait à un rythme qui semblait impossible aux observateurs allemands. Des rapports tirés de documents capturés révélaient que les États-Unis avaient doublé leur production industrielle entre 1940 et 1944. Doublé. Une économie déjà la plus grande au monde avait grandi pour produire plus d'équipements militaires que la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et toutes les nations de l'Axe combinées. La propagande allemande tentait de rejeter ces rapports comme des exagérations américaines. Elle ne l'était pas. Le sergent démarre l'une des Harley capturées. Le moteur s'allume immédiatement malgré des jours d'inutilisation. L'allumage magnéto, indépendant de la batterie. Le moteur flathead se stabilise en un ralenti régulier. Ce sont caractéristiques potato-potato d'un bicylindre en V. Il donne un coup d'accélérateur. La réponse est immédiate.
Le moteur monte en régime sans hésitation. Ce n'est pas un moteur sophistiqué. C'est un moteur de tracteur de ferme sous forme de moto. Mais il fonctionne, et il continue de fonctionner. Il laisse le moteur tourner, tandis qu'il considère ce que cette moto représente. Pas seulement une machine, mais un symptôme d'un problème plus large qu'aucune quantité de brillance tactique allemande ou de conception d'armes individuelles supérieures ne pourrait surmonter. La Wehrmacht avait été conçue pour mener des campagnes courtes et décisives en utilisant un entraînement et un équipement supérieur. La Blitzkrieg, la guerre éclair. Frapper vite, atteindre les objectifs avant que l'ennemi ne puisse se mobiliser. Gagner avant que la capacité industrielle ne devienne décisive. Cette stratégie avait fonctionné en Pologne. Elle avait fonctionné en France. Elle avait même fonctionné initialement en Union soviétique. Mais maintenant, la guerre était devenue exactement ce que l'Allemagne ne pouvait pas se permettre, un conflit prolongé d'usure où la capacité industrielle déterminait l'issue. Et dans ce type de guerre, la nation qui pouvait construire 90 000 motos comme une simple réflexion secondaire, tout en produisant simultanément des centaines de milliers d'avions et des dizaines de milliers de chars, gagnerait inévitablement. La WLA n'était pas meilleure que la BMWR 75. Selon la plupart des métriques de performance, elle était inférieure. Mais la WLA existait en nombres écrasants, soutenue par des approvisionnements inépuisables et maintenue par des soldats suivant des manuels complets. La R-75 existait en quantité limitée, soutenue par des chaînes d'approvisionnement qui ne pouvaient pas suivre le rythme des pertes au combat, maintenue par des mécaniciens qui devenaient eux-mêmes de plus en plus rares à mesure que les pertes augmentaient. D'autres soldats allemands se sont rassemblés, regardant leurs sergents examiner les motos américaines. L'un d'eux, un jeune soldat fraîchement sorti de l'entraînement, demande s'ils peuvent utiliser ces machines capturées. Le sergent hoche la tête. Oui, ils peuvent les utiliser. La WLA est assez simple pour qu'un motard familier avec les motos puisse s'adapter rapidement. Mais les utiliser signifie affronter la réalité psychologique que chaque soldat dans cet atelier comprend maintenant. Les Américains en ont tellement que perdre des dizaines, non, des centaines, est à peine remarqué. Ils en construiront plus. Ils en expédieront plus. Ils continueront d'arriver avec plus d'équipements que l'Allemagne ne peut en détruire. Un lieutenant arrive, inspectant le parc de véhicules capturés. Il demande si elles sont en état de marche. Le sergent rapporte que la plupart des Harley sont opérationnels, ne nécessitant que du carburant et une maintenance mineure. Le lieutenant hoche la tête, prenant des notes. Ces motos seront mises en service dans les unités allemandes, intégrées à l'ordre de bataille de la Wehrmacht, parce que l'Allemagne a besoin de chaque véhicule qu'elle peut déployer. C'était une pratique standard. Les Allemands utilisèrent de l'équipement capturé pendant toute la guerre. Des motos françaises, des motos soviétiques, des camions américains, des armes britanniques. Tout ce qui pouvait être maintenu et approvisionné fut mis en service parce que la production allemande ne pouvait pas satisfaire la demande. Mais utiliser de l'équipement américain capturé signifiait reconnaître que le surplus industriel de l'ennemi dépassait la production de première ligne de l'Allemagne. Cela signifiait admettre que les Américains pouvaient se permettre d'abandonner, lors d'un retrait mineur d'un petit secteur d'un théâtre de guerre, plus de motos que certaines unités allemandes n'en avaient reçu en dotation initiale. L'effet psychologique de telles prises de conscience se répandit à travers la Wehrmacht comme un poison lent, sapant la confiance qui avait porté les forces allemandes pendant les premières années de guerre. Le sergent sait que la R-75 est techniquement supérieure. Il sait que la Zundap KS 750 est une meilleure moto pour les applications militaires. Il sait que l'ingénierie allemande représente le plus fin artisanat traditionnel du monde. Et il sait, avec la froide certitude de la réalité mathématique, que rien de tout cela n'a d'importance. 73 Harley-Davidson stationnés dans un dépôt capturé en Tunisie. 90 000 construites. Des pièces pour 30 000 de plus. C'était à cela que ressemblait la défaite. Habillés de peinture kaki-olive et équipés de fourches avant Springer. Les Américains avaient aussi compris quelque chose que les Allemands avaient manqué. La moto elle-même était presque sans importance. Ce qui importait,
C'était le système, la formation, l'approvisionnement, la maintenance, la chaîne de remplacement, la base industrielle qui pouvait perdre de l'équipement plus vite que l'ennemi ne pouvait le détruire et maintenir quand même la supériorité numérique. La WLA n'était pas une merveille d'ingénierie. C'était un composant d'une machine militaro-industrielle si vaste que son ampleur totale restait incompréhensible pour ceux qui la combattaient. À Milwaukee, les ouvriers de Harley-Davidson, beaucoup d'entre eux des femmes qui n'avaient jamais travaillé dans la fabrication avant la guerre, assemblaient des motos à des rythmes qui auraient semblé impossibles en temps de paix. Ils travaillaient en 3 équipes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque ouvrier se spécialisait dans des tâches spécifiques, effectuant les mêmes opérations des centaines de fois par jour avec une vitesse née de la répétition. La chaîne de montage avançait avec une précision mécanique, chaque poste ajoutant des composants jusqu'à ce qu'une moto complète émerge à la fin, prête pour l'inspection de l'armée. Ce n'était pas de l'artisanat au sens traditionnel. Aucun ouvrier ne construisait une moto entière. Aucun mécanicien maître n'assemblait chaque moteur avec amour. Mais le résultat était une production qui soutenait les opérations à travers une guerre mondiale. Quand une WLA tombait en panne en Birmanie, les pièces de rechange expédiées de Milwaukee atteignaient l'Inde, puis étaient distribuées à travers le système d'approvisionnement militaire aux unités avancées. Quand un lot de motos était détruit dans un raid aérien en Italie, des machines de remplacement arrivaient en quelques semaines. Le système fonctionnait parce qu'il était conçu pour fonctionner à grande échelle. L'industrie allemande n'atteignit jamais ce niveau de systématisation. BMW et Zundap restèrent des fabricants relativement traditionnels, même pendant la guerre, comptant sur des ouvriers qualifiés effectuant des opérations complexes. La qualité restait élevée, mais la quantité restait limitée. Les Allemands tentèrent d'augmenter la production par le travail forcé et les travailleurs des camps de concentration, mais cela créa de nouveaux problèmes. Les travailleurs forcés non formés ne pouvaient maintenir la précision requise pour des machines complexes. Le sabotage devint une préoccupation constante. La qualité déclina même lorsque la demande augmenta. Dès 1944, la situation était devenue critique. Les bombardements alliés ciblaient systématiquement l'industrie allemande, détruisant des usines, perturbant les réseaux de transport et tuant des ouvriers. Les matières premières devinrent rares à mesure que les importations s'arrêtaient et que les opérations minières subissaient des dommages. Le programme de carburant synthétique qui maintenait la Wehrmacht mobile consommait des ressources qui auraient pu produire d'autres matériels de guerre. L'Allemagne combattait simultanément une guerre, maintenait des territoires occupés, construisait des armes miracles comme des avions à réaction et des fusées V2, et tentait de soutenir une production industrielle de base, le tout avec une économie plus petite que celle des États-Unis avant même le début de la guerre. La WLA, pendant ce temps, continuait à sortir des chaînes de montage américaines. La production augmenta en fait en 1944. Bien que la guerre se passe bien pour les Alliés, les motos n'étaient même pas d'une importance critique. Les forces américaines préféraient les Jeeps pour la plupart des rôles, et la WLA servait principalement dans la police militaire comme véhicule de liaison et d'escorte. Mais les Américains les construisaient quand même parce qu'ils le pouvaient, parce que la capacité industrielle existait, parce que les ouvriers étaient formés, parce que les chaînes d'approvisionnement fonctionnaient, parce que le système pouvait produire des motos tout en produisant simultanément tout ce que la guerre exigeait. En Tunisie, le sergent allemand arrête la Harley capturée. Le moteur s'éteint avec une dernière toux, laissant le silence dans le parc de véhicules. Il regarde ses compagnons soldats, voit la même compréhension reflétée dans leurs yeux. Ils ont tous fait les calculs. Ils comprennent tous ce que ces motos représentent. Certaines guerres sont gagnées par le courage, d'autres par la brillance tactique, d'autres par des armes supérieures ou un meilleur entraînement. Cette guerre serait gagnée par la capacité industrielle, par le camp qui pourrait en construire plus, en expédier plus, en remplacer plus, en soutenir plus. Et debout dans ce parc de véhicules, entouré de 73 motos américaines produites en masse, chaque soldat allemand présent sait quel camp c'est. L'histoire ne se termine pas en Tunisie. Les motos WLA servirent sur tous les théâtres de guerre.
Elles libérèrent des villes à travers la France, la Belgique et les Pays-Bas, gagnant le surnom de Liberator, de civils reconnaissants, qui les voyaient conduites par des soldats alliés. Elles transportèrent de l'équipement radio à travers les îles du Pacifique. Elles portèrent des messagers à travers les montagnes italiennes. Elles escortèrent des convois en Inde et patrouillèrent les rues en Chine. Partout où les forces américaines opéraient, la WLA suivait. Non pas parce que c'était la meilleure moto jamais construite, mais parce qu'il y en avait assez pour équiper une force militaire mondiale entière. Après la guerre en 1945, les commandes de production restantes furent annulées. Les WLA excédentaires inondèrent le marché civil, se vendant pour une fraction de leur coût de production. De jeunes soldats américains de retour au pays les achetèrent, retirant l'équipement militaire et les personnalisant pour un usage civil. Ces motos modifiées devinrent les fondations de la culture motocycliste d'après-guerre, menant au mouvement des choppers et à la montée des clubs de motards. L'abondance des WLA rendit la moto accessible à toute une génération. Beaucoup de ces motos excédentaires finirent en Union soviétique, qui en avait reçu plus de 30 000 dans le cadre du pré-bail. Ces machines, préservées pendant la guerre froide, dans un pays avec un accès limité aux pièces occidentales et sans culture de la personnalisation, survécurent dans un état presque original. Aujourd'hui, les anciens pays soviétiques sont des sources majeures de pièces et de projets de restauration de WLA. Leurs motos, préservées par les mêmes circonstances qui les faisaient paraître jetables pendant la guerre. L'accomplissement de production représenté par la WLA s'étendait bien au-delà des motos. Il démontrait ce que l'industrie américaine pouvait accomplir quand elle était pleinement mobilisée. Les mêmes principes qui permirent à Harley-Davidson de construire 90 000 motos permirent à Ford de produire un bombardier B-24 Liberator toutes les 63 minutes à Willow Run. Ils permirent au chantier naval Kaiser de lancer des Liberty Ships plus vite que l'Allemagne ne pouvait les couler. Ils permirent aux usines américaines de produire plus d'avions en 1944 seuls que le Japon n'en produisit pendant toute la guerre. C'était l'arsenal de la démocratie en action, pas un slogan, mais une réalité construite sur des chaînes de montage fonctionnant 24 heures sur 24, alimentées par des ouvriers qui avaient peut-être été enseignants, vendeurs ou maires au foyer avant la guerre. Ils apprirent de nouvelles compétences, s'adaptèrent au travail industriel et soutinrent une production qui enterra les puissances de l'Axe sous une avalanche d'équipements. Les Allemands construisirent des armes individuelles supérieures. Les Japonais firent preuve d'une ingéniosité remarquable dans des conceptions limitées par les ressources. Mais aucun ne put égaler le volume américain. La BMW 75 resta une moto magnifique. La Zundap KS 750 se comporta admirablement dans des conditions difficiles. Les deux représentaient le sommet de l'ingénierie de leur époque. Mais en 1945, BMW avait construit moins de 17 000 R75. Zundap avait construit moins de 19 000 KS 750. Harley-Davidson avait construit plus de 90 000 WLA, plus des pièces pour 30 000 de plus, sans s'arrêter dans une montée en puissance de production qui incluait aussi des moteurs d'avion, des composants d'avion et d'autres équipements militaires. Dans cette disparité se trouvait l'issue de la guerre. Non déterminée par une bataille ou une campagne unique, mais par le poids accumulé d'une production industrielle qui écrasa finalement la résistance de l'Axe par la simple supériorité matérielle. L'Allemagne combattit brillamment, remportant souvent des victoires tactiques contre des forces numériquement supérieures. Mais la brillance a des limites. Les ressources, non. Du moins pas quand on est l'Amérique. En 1944, avec des usines fonctionnant au double de leur capacité d'avant-guerre et des navires de ravitaillement traversant les océans dans des convois si grands qu'ils s'étiraient jusqu'à l'horizon. Le sergent allemand en Tunisie n'oublia jamais ce jour de février où il examina les Harley capturés. Après la guerre, dans des interviews menées des décennies plus tard, il parla du moment où il compta 73 motos et réalisa ce que les chiffres de production américains signifiaient pour l'issue de la guerre. Il décrivit le sentiment d'effondrement, la certitude mathématique qu'aucune habileté tactique ne pouvait surmonter une telle disparité industrielle. D'autres vétérans allemands
partagèrent des moments de prise de conscience similaires, voir des dépôts de ravitaillement américains, compter les avions dans le ciel, être témoins des convois interminables de camions et de chars. La WLA n'était pas une arme miracle, elle n'était pas révolutionnaire. Elle n'était même pas particulièrement impressionnante selon les standards de performance. Mais elle était là, en nombres écrasants. Partout où les forces américaines opéraient, soutenues par des approvisionnements qui ne s'épuisaient jamais, maintenues par des systèmes qui continuaient de fonctionner. Et sa présence représentait quelque chose de bien plus significatif que ce que sa simple ingénierie suggérait. La puissance industrielle d'une nation qui pouvait enterrer ses ennemis sous un équipement tout en sollicitant à peine sa capacité de production. 73 motos dans un parc de véhicules en Tunisie. 90 000 construites. Des pièces pour 30 000 de plus. C'était à cela que ressemblait la mobilisation industrielle américaine vue depuis le côté receveur. C'était l'arme qui gagna la guerre. Pas un char, un avion ou un navire particulier, mais le système qui pouvait les produire plus vite que l'ennemi ne pouvait les détruire. Les mécaniciens de la Wehrmacht qui examinèrent ces Harley-Davidson capturés le comprirent immédiatement. Ils firent les calculs. Ils savaient ce que cela signifiait. Ils réalisèrent que l'Allemagne ne pourrait jamais gagner. Pas contre un adversaire qui construisait 90 000 motos comme un projet secondaire, tout en conquérant la moitié du monde avec l'effort principal. Le moteur Flathead n'était pas sophistiqué. La suspension avant Springer était dépassée. La transmission à 3 rapports était simple. Rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était que des ouvriers américains, la plupart d'entre eux nouveaux dans la production industrielle, puissent construire ces machines par dizaines de milliers, les expédier à travers des océans, les soutenir avec des chaînes d'approvisionnement qui ne tombaient jamais en panne et les remplacer plus vite que le combat ne pouvait les détruire. C'était la vraie arme. C'était ce que l'Allemagne ne pouvait égaler. Et debout dans ce parc de véhicules capturés en Tunisie, en février 1943, les mécaniciens de la Wehrmacht le savaient. Le tonnerre de la production industrielle américaine avait parlé. Et le message était clair. Vous ne pouvez pas nous surpasser en nombre. Vous ne pouvez pas nous surpasser en approvisionnement. Vous ne pouvez pas remplacer les pertes aussi vite que nous pouvons les infliger. Et éventuellement, inévitablement, nous vous enterrerons sous une avalanche d'acier, d'essence et de pure persistance industrielle. La Harley-Davidson WLA, rudimentaire, simple, peu sophistiquée et totalement écrasante, délivra ce message à chaque soldat allemand qui en examina une. La guerre continuerait pendant 2 ans de plus, mais l'issue était déjà écrite dans les statistiques de production et le rendement des chaînes de montage. L'Allemagne combattait l'arithmétique de la guerre industrielle et l'arithmétique était impitoyable. En fin de compte, la plus grande contribution de la WLA ne fut pas ses performances au combat. Ce fut ce qu'elle représentait à propos de la nation qui l'avait construite. Un pays qui pouvait produire 90 000 motos, tout en construisant simultanément des centaines de milliers d'avions et des dizaines de milliers de chars, possédait une capacité industrielle au-delà de tout ce que l'Allemagne pouvait contrer. Les Harley-Davidson capturées assises dans ce parc de véhicules n'étaient pas que des motos. Elles étaient des preuves, des témoignages. La certitude mathématique de la défaite écrite dans l'acier américain produit en masse. Et les mécaniciens de la Wehrmacht qui les examinèrent savaient, avec une clarté froide, exactement ce qu'ils regardaient.